Vous est-il déjà arrivé de croiser une personne qui, sans même dire un mot, réveillait en vous des émotions ou des souvenirs dont vous ignoriez jusqu'à l'existence? Ce n'était pas une question de beauté, d'intelligence, ni même de personnalité. C'était autre chose. Comme si cette personne, sans le savoir, avait touché une corde secrète en vous, une corde que personne d'autre ne savait faire vibrer. Un regard, un mot, un silence partagé. Et soudain, c'était comme si une vieille porte s'ouvrait à l'intérieur. Une porte que vous n'aviez jamais su que vous gardiez fermée. C'est dans ces instants que se joue quelque chose d'indescriptible. Une reconnaissance mystérieuse, un sentiment de familiarité immédiate. Et souvent, ce sentiment vous hante bien après que la personne soit sortie de votre vie. Imaginez un instant une femme qui, à 35 ans, croise un homme dans un café. Ils échangent à peine quelques phrases, mais elle ressent une émotion démesurée, presque dérangeante. Ce n'est pas de l'amour au premier regard, c'est autre chose. Une secousse intérieure. Il lui rappelle inconsciemment son père, mais pas le père réel, plutôt l'image idéalisée, perdue, qu'elle s'était construite après son départ dans son enfance. Elle ne le sait pas consciemment, mais son inconscient, lui, le reconnaît. Et cet homme devient malgré lui le porteur d'un vide ancien. Il devient le miroir d'une blessure. C'est cela que Carl Jung tentait de nous faire comprendre. Certaines rencontres ne sont pas dues au hasard. Elles ont lieu parce qu'une partie de nous les appelle sans le savoir. Ces personnes qui nous marquent, parfois à jamais, ne sont pas simplement elles-mêmes. Elles incarnent quelque chose pour nous. Elles sont des symboles vivants, des déclencheurs d'une mémoire que l'on pensait oublier. Et ce n'est pas une question de romantisme, c'est une dynamique psychique. Il ne s'agit pas tant de qui est l'autre, mais de ce que notre âme voit en lui. Et le plus troublant dans tout cela, c'est que nous aussi, à notre insu, avons pu être cette personne-là pour quelqu'un. Pas à cause de ce que nous faisions, mais à cause de ce que nous représentions. Il y avait une époque où Louis croyait que l'amour était un jeu d'équilibre, un mélange de compatibilité, d'effort et de chance. Puis il rencontra Sarah. Dès le premier échange, il fut frappé par l'étrangeté familière de cette femme. Elle semblait le connaître, non pas à travers ses paroles ou ses gestes, mais à travers un langage invisible. Il se sentait vu, compris, deviné même. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Sarah ne voyait pas vraiment Louis. Elle voyait en lui une image qu'elle portait depuis longtemps, une silhouette psychique façonnée bien avant lui. Carl Jung appelait cela la projection. Lorsque nous tombons intensément attirés par quelqu'un, ce n'est pas toujours à cause de ce qu'il est, mais à cause de ce qu'il réveille en nous. Sarah, sans le vouloir, avait projeté sur Louis l'image d'un homme qu'elle cherchait depuis l'enfance. Protecteur, stable, rassurant. Ce qu'elle avait perdu dans sa relation chaotique avec son propre frère, disparu trop tôt de sa vie. Et Louis, à son insu, devint le gardien de cette projection. Un rôle qu'il n'avait jamais auditionné, mais qu'il devait soudain incarner. Et cela, au début, avait un goût magique. Les regards entre eux étaient chargés. Les silences étaient à plein. Louis se sentait valorisé, indispensable. Mais peu à peu, il commença à sentir un poids qu'il ne comprenait pas. Une exigence voilée, une attente tacite. Comme si l'amour qu'on lui portait ne le concernait pas vraiment, mais concernait une version idéalisée de lui. Un rôle qu'il ne pouvait plus jouer sans s'effondrer. Ce genre de relation peut être bouleversant. Elle peut donner l'impression de vivre une grande histoire d'amour, alors qu'en réalité, on rejoue une pièce de théâtre écrite bien avant notre entrée en scène. Ce n'est pas faux, ce n'est pas artificiel, mais ce n'est pas non plus complètement réel.
c'est un théâtre de l'âme, une scène où se rencontrent des personnages intérieurs projetés sur des corps extérieurs. Et c'est là que naît souvent la confusion. Car quand l'image commence à s'effriter, quand Louis a cessé d'être le frère manquant, l'homme parfait, l'ombre d'un idéal perdu, l'amour de Sarah s'est mis à changer. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'il était devenu lui-même. Imaginez un enfant qui grandit dans une maison où l'amour est conditionnel. Il apprend très tôt qu'il doit être sage pour mériter l'attention, performant pour obtenir l'affection, silencieux pour ne pas déranger. Il devient un expert dans l'art de plaire. Mais en grandissant, il ne réalise pas que cette stratégie s'est transformée en un masque. Ce masque, il le porte dans ses relations, inconsciemment. Et un jour, il rencontre quelqu'un qui, sans le savoir, vient appuyer exactement là où le manque est le plus profond. C'est ainsi que naît la seconde grande raison pour laquelle une personne peut marquer notre vie à jamais. Elle active en nous une image inconsciente, une figure ancienne logée dans notre psyché depuis l'enfance. Jung appelait cela l'anima ou l'animus, des archétypes du féminin et du masculin idéalisés que nous portons tous, peu importe notre genre. Ces images ne viennent pas seulement de nos parents. Elles se construisent à travers des souvenirs affectifs, des rêves, des films, la culture, les blessures. Et un jour, sans crier gare, quelqu'un entre dans notre vie et incarne cette image avec une précision troublante. C'est ce qui est arrivé à Malika. Dès qu'elle croisa Thomas, elle sut qu'il n'était pas un homme comme les autres. Ce n'était pas ce qu'il disait, ni même ce qu'il faisait. C'était ce qu'il représentait. Il avait cette voix douce et grave, ce regard fatigué mais profond, ce mélange de vulnérabilité et d'assurance. Il ressemblait, sans le savoir, à la figure paternelle idéale qu'elle n'avait jamais eue. Et elle tomba amoureuse. Mais pas de Thomas. Elle tomba amoureuse de ce qu'il réveillait en elle. La possibilité d'être protégée, vue, enfin choisie. Le problème, c'est que Thomas n'était pas cette figure. Il était humain, incomplet, contradictoire. Il avait ses failles, ses silences, ses limites. Et plus le temps passait, plus l'image se fissurait. Ce n'était pas qu'il la décevait, c'était qu'il cessait d'incarner le rôle. Et Malika, sans s'en rendre compte, commença à lui en vouloir. Pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il n'était plus. Voilà pourquoi ces relations laissent des traces si profondes. Parce qu'elles ne parlent pas du présent, mais du passé. Pas de l'autre, mais de nous-mêmes. Il y a des histoires d'amour qui durent quelques mois, mais laissent des cicatrices, comme si elles avaient occupé toute une vie. Ce n'est pas leur durée qui les rend inoubliables, mais l'intensité du miroir qu'elles nous tendent. Car parfois, ce que nous vivons n'est pas une histoire à deux, mais une confrontation avec une partie de nous-mêmes que nous avions enfouie depuis si longtemps qu'elle nous semble étrangère. Prenons l'exemple de Mehdi. À 30 ans, il rencontre Elena. Ils se plaisent, se découvrent, s'enlacent. Mais très vite, quelque chose dérape. Mehdi commence à ressentir une pression invisible, comme si Elena attendait de lui quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Elle lui parlait souvent de l'homme fort, de l'épaule inébranlable, de cette figure presque mythologique qu'il devait incarner. Il avait beau être attentif, présent, aimant, ce n'était jamais assez. Car elle n'aimait pas Mehdi, elle aimait un fragment d'elle-même projeté sur lui, une attente déguisée en passion. Il y a là un piège redoutable. Être aimé non pas pour ce que nous sommes, mais pour l'image que l'autre a besoin de voir. C'est grisant au début. On se sent unique, indispensable, presque sacré. Mais vient ensuite l'épuisement.
car maintenir une illusion demande de l'énergie, de l'attention, de la retenue. Et tôt ou tard, la réalité finit par transparaître. L'humanité s'impose, avec ses failles, ses limites, ses incohérences. Ce moment est décisif. C'est le point de bascule où certaines relations explosent. Quand l'autre découvre que nous ne sommes pas le héros, la muse, le guide qu'il croyait avoir trouvé, il peut se sentir trahi. Non parce que nous avons menti, mais parce que l'image qu'il avait construite s'effondre. Et alors, l'amour qui semblait inébranlable devient silence, distance, indifférence. Mais il arrive aussi que ce moment devienne un tournant. Qu'au lieu de fuir, l'autre reste. Non pas par illusion, mais par choix. Non plus pour ce qu'il projette, mais pour ce qu'il voit réellement. C'est là, dans cette transition douloureuse entre fantasme et réalité, que peut naître un amour plus vrai, plus calme, plus profond, ou bien un départ libérateur. Dans les deux cas, la rencontre aura changé quelque chose de fondamental. Un jour, une femme a dit « Il est entré dans ma vie comme un éclair, et il en est sorti comme une tempête. » Elle ne parlait pas de violence, ni de conflit. Elle parlait de ce vide étrange que laissent certaines personnes après leur départ. Pas parce qu'elles nous ont blessés, mais parce qu'elles ont éveillé en nous quelque chose que nous n'avions jamais eu le courage de regarder. Une partie oubliée, un besoin dissimulé, un souvenir d'enfance que nous avions recouvert de couches de maturité. C'est là que réside le paradoxe de la projection. L'autre semble nous aimer, mais en vérité, il se regarde à travers nous. Il se cherche dans notre reflet. Et nous, sans le savoir, devenons un écran. Nous devenons le visage qu'il voudrait rencontrer dans le miroir. Cela explique pourquoi certaines personnes nous idéalisent, nous placent sur un piédestal, nous couvrent d'attentes silencieuses. Et c'est aussi pourquoi, quand nous montrons notre humanité, leur regard change. Ils ne nous voient plus. Ils ne se voient plus. Le miroir s'est brisé. Combien d'entre nous ont vécu cela? Cette étrange impression d'avoir été choisi pour un rôle que nous ne connaissions pas. D'avoir été aimé pour une qualité qu'on ne reconnaît même pas en soi. Et plus cruel encore, d'avoir été rejeté, non pour une faute réelle, mais pour avoir échoué à incarner une image. Comme si notre authenticité avait été perçue comme une trahison. Cela ne veut pas dire que ce type d'amour est faux. Il est réel. Il est intense. Mais il appartient à un autre registre. Celui du symbolique, de l'inconscient, du mythe personnel. Et parfois, c'est justement ce type d'amour qui nous transforme le plus. Non parce qu'il dure, mais parce qu'il révèle. Il agit comme un révélateur photo. Il fait remonter à la surface des désirs, des blessures, des mémoires affectives. Il nous oblige à nous demander « Pourquoi ai-je été choisi ? Qu'est-ce que je représente ? Et plus encore, qu'est-ce que moi, j'ai projeté sur l'autre, sans m'en rendre compte ?» C'est ce genre de lien qui nous pousse, un jour, à revoir toute notre manière d'aimer. Il arrive parfois qu'on se réveille en sursaut, des mois après une rupture, avec le cœur serré sans comprendre pourquoi. La personne est partie, la relation est terminée, rien ne la ramènera. Et pourtant, quelque chose reste. Un écho, un frisson dans la mémoire. Comme si cette personne avait laissé derrière elle une empreinte non sur le corps, mais sur l'âme. Ce n'était pas une histoire d'amour comme les autres. C'était une fissure invisible, une rencontre qui avait déplacé quelque chose à l'intérieur. C'est là que Carl Jung nous propose une clé radicale. Ce qui nous marque le plus dans l'amour n'est pas toujours ce que l'autre a fait ou dit, mais ce qu'il a éveillé en nous. Certaines personnes apparaissent dans nos vies comme des messagers. Elles viennent incarner quelque chose que nous avons perdu de vue. Un élan, un rêve,
une version oubliée de nous-mêmes. Leur simple présence agit comme une torche dans les recoins sombres de notre inconscient. Et parfois, cette lumière est si forte qu'on ne peut plus faire semblant. Prenons l'histoire de David. Depuis son adolescence, il se croyait incapable d'être profondément touché. Il enchaînait les relations, polies mais distants, jusqu'au jour où il rencontra Leïla. Elle ne fit rien d'extraordinaire. Elle riait à ses blagues, lui posait des questions banales, avait des silences doux. Et pourtant, en sa présence, il sentait un enfant intérieur se réveiller. Une vulnérabilité qu'il n'avait pas osé regarder depuis des années. Leïla, sans le savoir, avait réactivé en lui le besoin d'être vu, non comme un homme accompli, mais comme un être encore en construction. Ce n'est pas que Leïla l'aimait mieux que les autres, c'est qu'elle avait touché une strate plus profonde de sa psyché. Elle représentait une opportunité. Et quand elle est partie, David a souffert, non seulement de la séparation, mais de ce qu'elle avait réveillé. Car perdre une personne, parfois, ce n'est pas seulement perdre un lien, c'est sentir se refermer une porte qu'elle avait entr'ouverte en nous. C'est cela, la marque silencieuse laissée par certaines rencontres. Elles ne nous complètent pas, elles nous révèlent. Elles ne remplissent pas un vide, elles nous obligent à y plonger. Certains cherchent toute leur vie à retrouver une sensation fugace vécue un jour, presque par hasard, comme une promesse jamais tenue. Un regard échangé dans un métro, une conversation avec un inconnu qui semblait comprendre votre douleur sans que vous ne l'ayez exprimée. C'est dans ces moments, si discrets qu'ils paraissent irréels, que quelque chose de profond se manifeste. Une reconnexion mystérieuse, presque mystique, à une partie oubliée de nous-mêmes. Carl Jung appelait cela des retrouvailles d'âme. Ce n'est pas une théorie romantique, mais une intuition ancienne, que certains visages que nous croisons ne sont pas vraiment nouveaux. Ils nous rappellent un archétype intérieur, un souvenir émotionnel antérieur à toute logique. C'est pourquoi parfois, en regardant quelqu'un, on se sent immédiatement chez soi, sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire. Pas la mémoire du cerveau, mais celle du cœur. Celle que l'âme garde, même quand le mental a tout oublié. Imaginez une femme nommée Sonia, mariée depuis 10 ans, stable, aimée. Et pourtant, lors d'un voyage professionnel, elle croise Mathieu. Une poignée de main, un échange poli, et pourtant, une déchirure. En 1 heure, elle sent en lui une nostalgie qu'elle ne s'explique pas. Ce n'est pas un désir de trahison, ni un coup de foudre hollywoodien. C'est un vertige existentiel. Mathieu représente quelque chose qu'elle a mis de côté pour construire sa vie. L'ombre d'un rêve, la liberté perdue. Une version d'elle qu'elle pensait morte. Ce genre de rencontre peut sembler cruel. Elle ne dure pas. Elle dérange. Elle ne trouve souvent pas sa place dans nos récits linéaires. Mais elle a une fonction. Nous rappeler ce qui manque. Ce que nous avons étouffé pour être acceptés. Ce que nous avons sacrifié pour être adultes. L'autre devient une balise. Une lumière qui éclaire ce que nous devons retrouver non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est pourquoi ces personnes, même si elles ne restent pas, ne disparaissent jamais vraiment. Elles s'inscrivent en nous comme une question en suspens, un appel discret à redevenir entier. Et parfois, elles déclenchent le début d'un retour vers soi que l'on croyait impossible. Il y a une fatigue particulière qui naît lorsqu'on sent que quelqu'un nous aime, mais pas vraiment nous. Un amour intense, passionné, admiratif, qui au fond ne s'adresse pas à notre réalité, mais à une image idéalisée. C'est un amour qui fait mal dans le silence, qui épuise doucement, comme si on devait sans cesse performer
un rôle qu'on n'a jamais choisi. On devient l'incarnation d'un rêve que l'autre n'a jamais osé vivre. Et l'on sent qu'on ne peut jamais baisser le masque sans provoquer une déception. C'est ce qu'a vécu Karim. Lorsqu'il a rencontré Lila, il a été subjugué par son regard. Elle le regardait comme s'il était la réponse à toutes ses questions, la paix qu'elle cherchait depuis toujours. Elle l'admirait, l'écoutait, le suivait dans ses idées les plus folles. Au début, Karim en était touché, flatté même. Il n'avait jamais été perçu comme exceptionnel. Mais très vite, ce regard est devenu lourd. Il sentait qu'il n'avait pas le droit d'être fatigué, incertain, ou même simplement banal. Lila avait besoin qu'il soit fort, stable, lumineux. Et chaque moment où il montrait autre chose que cela était suivi d'un silence pesant ou d'un regard brisé. Il a fini par comprendre. Ce n'était pas lui qu'elle aimait. C'était un rôle, une idée, une échappatoire. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus douloureux. Être aimé pour ce qu'on symbolise et non pour ce qu'on est. C'est un amour sans place pour l'imperfection, sans place pour les jours gris. Ce n'est pas un mensonge, c'est une projection. Et pourtant, on peut tous tomber dans ce piège. Parce que c'est rassurant d'aimer une image. Cela nous évite de faire face à l'inconnu qu'est l'autre. Cela nous permet de rester dans notre scénario intérieur. Mais à long terme, cela détruit la relation. Car aucun être humain ne peut soutenir une idéalisation constante sans s'y perdre, sans finir par s'éteindre. C'est pourquoi certains s'éloignent brusquement, sans raison apparente. Parce qu'ils étouffent dans un costume qu'on a cousu pour eux. Parce qu'ils veulent exister hors du fantasme. Et parfois, la rupture n'est pas une fuite, mais un acte de survie. Reconnaître nos projections, c'est d'abord accepter que notre regard sur l'autre est souvent brouillé par des images que nous portons en nous. Ces images sont des fragments de notre histoire, des blessures oubliées, des désirs refoulés. Ce que nous croyons voir dans l'autre est donc rarement la réalité, mais un miroir déformé de notre propre monde intérieur. Et c'est cette prise de conscience qui libère, qui ouvre la possibilité d'aimer autrement. Il ne s'agit pas simplement de rejeter ces illusions, mais de comprendre pourquoi elles se sont formées, d'où elles viennent et comment elles influencent nos relations. En démasquant nos projections, nous cessons de rechercher chez l'autre ce que nous avons perdu ou jamais eu. Nous cessons aussi de nous illusionner sur ce que l'autre est réellement. Ce processus est essentiel, car il transforme la douleur de la déception en un apprentissage profond sur soi-même. Cette lucidité nous invite à un amour plus mature, où l'acceptation prime sur l'idéalisation. Nous apprenons à voir l'autre dans sa vulnérabilité, ses contradictions, sa complexité. Et paradoxalement, c'est dans cette vérité imparfaite que naît un lien plus solide, plus authentique. Ce lien ne dépend plus d'une image idéale, mais de la réalité partagée, avec ses hauts et ses bas. C'est aussi un pas vers la liberté intérieure. En libérant l'autre de nos attentes inconscientes, nous cessons de nous enfermer dans des cycles répétitifs de projection, de déception et de rupture. Nous reprenons la responsabilité de notre propre bonheur, sans le faire dépendre exclusivement de l'autre. Cette conscience nous permet de choisir, non pas d'être prisonnier d'illusions, mais d'aimer en pleine connaissance. Au-delà des blessures, au-delà des illusions, il y a donc cette possibilité d'un amour vrai, qui naît après la chute de l'idéalisation. Un amour qui ne s'effondre pas au premier contact avec la réalité, mais qui se construit jour après jour, dans la patience et la reconnaissance de l'autre tel qu'il est vraiment. Voilà la clé que nous offre la conscience, l'accès à une relation libérée, authentique et durable.